INA Podcast. Notre santé mentale est-elle en danger ? En tout cas, elle est l'objet depuis plusieurs mois de toutes les préoccupations. Un peu partout, la parole se libère. De nombreuses personnalités, des artistes, des sportifs, osent désormais briser le silence et le tabou du mal-être ou de la maladie mentale. La santé mentale a même été désignée grande cause nationale 2025 par le gouvernement. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Les Français vont-ils vraiment de plus en plus mal ? Quelles sont les causes de ces souffrances massives et silencieuses ? Et comment faire face ? Tout ça, on en parle avec vous. Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Antoine Pellissolo, la santé mentale, c'est un enjeu majeur de santé publique, voire l'enjeu majeur de santé publique en ce moment ? Oui, nous on sait que c'est un enjeu majeur de santé. Il n'y a pas de bonne santé sans santé mentale et on parlera des chiffres, mais je pense que pas loin du quart de la population peut être concernée. Et ça veut dire que tous les autres aussi, parce que par proximité, par les proches. Donc vraiment, c'est un enjeu, oui, je pense, fondamental pour notre société. On va développer tout ça avec vous, bien sûr, dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. La santé mentale en France, il va falloir beaucoup attendre avant que l'on en parle dans les médias et qu'on prenne le sujet au sérieux. Premier extrait de 1959, écoutez. Aujourd'hui, l'univers réservé au traitement moderne des malades mentaux s'est profondément modifié. Voici dans un service équipé en grande partie grâce à l'aide de la sécurité sociale, la nouvelle atmosphère de soins qui a métamorphosé un vieil asile en centre de thérapeutique active. Le pavillon des agités a tout perdu de son aspect rébarbatif et il n'y a pour ainsi dire plus d'agités. Les cures de sommeil permettent aux malades de se détendre et de calmer l'angoisse de leur délire ou de leurs idées fixes. Mais tout traitement de malade mental exige surtout le contact entre le médecin et le malade qui permet la psychothérapie individuelle ou collective. C'est vrai, à cette époque, les soins psychiatriques s'améliorent, mais les clichés perdurent. Il faut attendre les années 70 pour que les regards sur la santé mentale commencent à changer, notamment avec un sujet qui va émerger, le moral des Français. Écoutez ce psychiatre, on est en 1973. Qu'est-ce que c'est qu'un Français morose ? C'est un Français qui a perdu la joie de vivre. Maintenant, vous dire s'ils sont plus moroses qu'avant, j'ai tendance à penser que les gens ont toujours eu des ennuis et que simplement la texture de leurs ennuis a changé. Ils ont une sorte de peur en eux maintenant et peut-être en partie la peur du progrès qu'ils engendrent eux-mêmes. Et alors, c'est pour ça que leur morosité est liée d'une part tout de même à l'arrière-plan de la bombe atomique, également à la pollution. Au fond, le progrès, qui était une notion extrêmement lumineuse du 19e siècle, devient à l'heure actuelle quelque chose d'un petit peu menaçant. Analyse bluffante tant elle résonne avec l'actualité. Et puis, dans les années 70, on commence aussi à parler des maladies mentales, grâce à certains témoignages très courageux, comme celui que vous allez entendre, diffusé par l'ORTF à une heure de grande écoute dans l'émission Aujourd'hui Madame. À l'époque, c'est inédit. Écoutez, on est en 1979. Je dois vous dire que je suis un maniaco-dépressif. Alors, je reconnais que je suis un malade mental et je me présente en tant que malade mental. C'est une maladie qui est très dure, qui est très difficile et qui est triste. J'essaye de lutter, c'est pour ça que mon épouse a écrit à la télévision pour que vous puissiez venir me voir et dire au public que nous, les malades mentaux, on est un peu les délaissés, les oubliés, et que c'est avant tout une maladie. Il ne faut pas dire fou, il faut dire malade mental. C'est déjà assez malheureux comme ça. On médiatise également un phénomène inquiétant qu'on appelle à l'époque le malaise des jeunes.
Analyse d'une médecin, on est en 1986. De plus en plus de jeunes se suicident ou tentent de se donner la mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a peut-être autant d'accidents de la circulation que de tentatives de suicide en France. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que je crois qu'un suicide implique tout le monde. Nous sommes tous responsables. Et tout le monde culpabilise. La famille, les amis, la société, nous tous. Si les jeunes se suicident, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Et s'ils ne sont pas heureux, c'est qu'on ne fait pas leur bonheur. Bref, les sujets autour de la santé mentale se font petit à petit une place dans l'audiovisuel français, mais tout ça reste tabou. Alors que la réalité des chiffres, elle, est là. 1996, la France est la championne du monde de la consommation d'antidépresseurs. 200 millions de boîtes par an, des milliards de pilules, cachets ou sirops. Nous consommons 3 à 4 fois plus de médicaments antidépresseurs ou psychotropes que nos voisins européens. Et ce chiffre est en constante augmentation. Des antidépresseurs bien souvent prescrits par les médecins généralistes en première ligne. Quand on ne répond pas à la demande du patient en lui prescrivant ce qu'il vient demander en pensant que ça va lui régler les choses, ça nous demande un temps fou. Un médicament, ça ne change pas la vie. Ça va répondre sur le moment, améliorer l'état du patient. Mais quand on va arrêter le médicament, il sera toujours en face de ses problèmes. Donc je pense qu'il faut déjà essayer de régler ses problèmes. Et puis, dès les années 2000, il y a une maladie qui va faire une entrée fracassante sur la scène médiatique et dans le débat public. Notre dossier ce soir est consacré au burn-out. C'est un symptôme qui touche essentiellement des hommes sous pression. Ils n'arrivent pas à décrocher du travail, ils s'épuisent physiquement et mentalement. Très vite, les témoignages de tout horizon se multiplient. Illustration en 2014 cette fois. Sous le joug de son employeur tyrannique, Sylvie Brière s'est épuisée nerveusement au travail. Son rythme, 10 à 15 heures par jour, y compris le week-end. Attachée de direction dans l'événementiel, elle a perdu pied. Son mal l'a envahi progressivement jusqu'à sa décision de se faire interner. Je suis allée voir les médecins. Je leur ai dit que j'allais pas bien, des douleurs musculaires, une impossibilité de dormir qui était chronique. Non seulement je mangeais pas, je buvais pas, je faisais plus rien de normal. Un phénomène qui s'étend à tous les secteurs d'activité. De quoi sensibiliser un peu plus aux enjeux de santé mentale, notamment au travail. Et puis, dès mars 2020... Beaucoup moins visible, mais tout aussi conséquent, l'impact psychologique du confinement sur les enfants et les adolescents. Mais les plus touchés par ce mal-être sont les jeunes adultes. Dans les pays occidentaux, la moitié des 18-24 ans souffrent d'anxiété et de dépression, et plus d'un tiers chez les 24-44 ans. Avec le Covid et les confinements successifs, la santé mentale des Français se détériore. Une tendance qui ne semble pas s'améliorer depuis. La santé mentale, le gouvernement en a même fait sa grande cause nationale pour 2025. Mais au fait, quels sont les chiffres ? Pourquoi cette souffrance qui semble aussi massive que silencieuse ? Et comment faire face ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Antoine Pellissolo. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Oui, alors c'est assez différent parce qu'évidemment, on a l'impression que c'est un problème qui existe depuis toujours. On a tendance à dire, voilà, c'est le contexte actuel et il y a des déterminants sûrement, en effet, particuliers à chaque époque. Mais on a toujours eu, clairement, les facteurs sociaux, économiques, sociétaux jouent un rôle important dans certaines formes, en tout cas, de troubles psychiques. Effectivement, on a entendu ce psychiatre, j'insistais sur son témoignage assez bluffant, c'était dans les années 70. Je trouvais son analyse assez intéressante, elle vous a parlé ? Oui, parce qu'on voit bien le parallèle aujourd'hui. Alors, il y a des choses différentes à chaque époque. Aujourd'hui, on parle évidemment, récemment, la pandémie, vraiment un événement inédit. On a les perspectives environnementales à long terme qui sont très particulières et notamment on parle beaucoup d'éco-anxiété par exemple qui n'existait pas avant ou alors sous d'autres formes. Donc il y a des particularités à chaque époque et nous ce qu'on essaie de faire au plan un peu scientifique c'est d'analyser vraiment des choses concrètes, objectivables. Et il y a par exemple en ce moment quand même, vous l'avez dit, une hausse très forte des souffrances psychiques des jeunes. Et ça c'est un fait vraiment différent d'il y a 10 ou 20 ans.
Et on va y revenir. Alors, dans le récit, on a entendu beaucoup d'affections différentes. On ne va pas tout mélanger. C'est vrai que lorsqu'on parle de santé mentale, ça peut faire référence à beaucoup de situations, à différentes pathologies. Est-ce qu'on peut distinguer peut-être les différents types d'affections ? Alors, bien sûr, sans rentrer trop dans les détails, il y a les troubles anxieux, les troubles dépressifs qui sont, je crois, les plus fréquents. Et puis, il y a aussi des pathologies plus lourdes. On a entendu les cas de bipolarité, par exemple. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le distinguo ? Pour simplifier, c'est schématique, mais il y a au moins, il y a trois grands cercles. Le plus central, qui résume les pathologies les plus sévères et qui sont relativement fréquentes quand même. Plus de 2 millions de personnes, c'est schizophrénie, troubles bipolaires. Ce sont des maladies à la fois au long cours, qui malheureusement impactent toute la vie du sujet, avec des possibilités, par exemple, de stabilisation, heureusement, mais qui impactent beaucoup et qui perturbent, en tout cas à certains moments, vraiment le contact avec la réalité. La psychose, typiquement, c'est la schizophrénie avec le délire ou des hallucinations, des choses qui sont vraiment des expériences très, très inhabituelles. Les troubles bipolaires, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est les états maniaques d'excitation et la dépression sévère. Donc ça fait quand même déjà plus de 2 millions de personnes environ. C'est vraiment un enjeu en soi-même de santé publique. Ensuite, il y a un deuxième cercle qui regroupe ce que vous avez cité, ce qu'on appelle les troubles anxieux, et il y a différentes variantes, toutes les pathologies liées à la peur excessive, à l'anxiété excessive, et des choses qui sont souvent associées, la dépression, alors pas la dépression du trouble bipolaire, même si ça peut ressembler, mais des dépressions, on va dire, plus classiques. Et là, au total, ce cercle-là, si on y ajoute notamment les addictions, qui sont quand même des troubles aussi fréquents et associés, on n'est pas loin de 10 à 15% de la population. En plus de ce qu'on a vu, et c'est souvent d'ailleurs, les mêmes personnes peuvent aussi avoir les deux. Donc c'est comme ça qu'on grimpe facilement au total à 15-20% de la population qui peut être touchée par des troubles psychiques. Et il y a un troisième cercle encore plus large, alors là qui n'est pas touché par des maladies au sens médical du terme, mais par des souffrances qui peuvent parfois être difficiles à vivre, pas faciles à différencier de nos maladies anxieuses et dépressives, mais qui vont faire que les gens se disent « je vais pas bien, ma vie est difficile ». Et après, nous, c'est notre boulot d'essayer de faire la part des choses. Mais c'est ça qui peut donner l'impression d'une espèce d'épidémie par moment, de souffrance, quand le stress est très important. Alors, vous avez parlé du stress professionnel et notamment du burn-out, qui est un concept un peu particulier parce qu'il ne fait pas partie de nos classifications, mais on peut le mettre dans le troisième cercle, avec des connexions avec la dépression quand même assez souvent. Alors, pour qu'on se rende bien compte, vous avez cité quelques chiffres. Je lisais, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d'1/5 de la population, soit 13 millions de Français. Donc, grosso modo, en additionnant les chiffres que vous avez donnés, on arrive à peu près à ces chiffres-là, c'est ça ? Oui, alors je trouve que c'est toujours des approximations, parce qu'on ne les a pas comptés, les 13 millions de personnes. Mais en tout cas, c'est 13 millions de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, peuvent être concernées, par exemple, par un épisode dépressif ou de l'anxiété. C'est vraiment pour insister sur vraiment l'importance statistique, mais c'est quand même humain derrière, parce que je vous disais tout à l'heure, ça impacte toutes les familles, par exemple. Comme n'est pas une famille où on n'a pas à bâger une personne, un frère, une sœur, un enfant ou un parent qui peut être touché. La dépression, c'est une maladie fréquente. Oui, l'un des troubles les plus répandus, effectivement, 15 à 20% de la population générale sur la vie entière, j'ai lu, effectivement. Il y a toujours un doute sur les limites, oui. Parce que vraiment, je vous dis, c'est compliqué à définir. Les enquêtes sont en fait très rares. Des enquêtes bien faites, il y en a peu. On a des indicateurs tous les ans maintenant, vous savez, de Santé publique France. Alors, c'est des questionnaires, c'est pas des choses très médicalisées, mais ça donne des repères. Et c'est ça qui donne, par exemple, chez les étudiants ou les jeunes en ce moment, plus de 20% même de symptômes dépressifs ou anxieux. Oui, et effectivement, ces chiffres, ils sont édifiants et ils nous alertent. Il y a un autre point qui est édifiant. La France est toujours le premier consommateur au monde de médicaments type antidépresseurs. C'est le cas ? Alors, on a été longtemps premier, en effet, dans la consommation des anxiolytiques. D'accord. Donc, c'est une famille particulière de médicaments contre l'anxiété, le stress, des médicaments qui sont plutôt sédatifs, qui ne soignent pas vraiment, mais qui calment. On est même plus premier, parce qu'on a quand même fait un effort au cours des 20 dernières années. On est passé peut-être deuxième ou troisième. Ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de prescriptions. L'autre catégorie que vous évoquez, c'est les antidépresseurs. C'est une famille vraiment différente qui a des objectifs différents, pour lesquels, je pense, on est dans les moyennes à peu près internationales
correcte, et parce que la dépression, c'est une maladie, je vous dis, fréquente, et on est même plutôt souvent à dire on ne soigne pas assez la dépression. Alors parfois, ce n'est pas les bonnes personnes qui prennent les médicaments, donc c'est difficile à mesurer, mais il faut vraiment distinguer les familles de médicaments en question. Le nombre de patients en psychiatrie a, je crois, été multiplié par 2 ces 20 dernières années. Est-ce que c'est parce qu'il y a une explosion des troubles psychiatriques, parce qu'on va de plus en plus mal en France, en gros, ou alors c'est parce qu'on détecte mieux et qu'on diagnostique mieux ? Je pense les deux, mais plutôt la deuxième explication, parce qu'on en parle plus, ça devient plus audible, plus admissible pour tout un chacun. Il y a encore des tabous, il y a encore de la honte, il y a plein de gens qui refusent encore de se voir ou de dire qu'ils ont des problèmes psychologiques, mais quand même, surtout depuis la pandémie, là aussi il y a eu quand même, on dit, une libération de la parole, et ça c'est plutôt très favorable, puisque c'est un premier pas pour se faire aider. Alors l'augmentation, encore, je reviens là-dessus parce qu'elle est claire, c'est récemment sur les jeunes, et notamment les jeunes filles, parce que c'est vraiment différent, filles et garçons, depuis 5 ans. Alors qu'auparavant, c'est difficile de comparer dans le temps, puisqu'on n'a pas toujours les mêmes outils, mais auparavant, je pense que les chiffres des maladies graves, en tout cas, elles sont relativement stables. Il n'y a pas de raison qu'elles changent en 20 ans. C'est des maladies qui sont quand même assez souvent déterminées par des facteurs très constitutionnels souvent, voire biologiques. Et la biologie du cerveau, elle ne change pas en 20 ans. Ce qui change, c'est l'environnement, la manière de s'adapter, des réactions sociales, sociétales, des changements qui peuvent jouer. Bon, on a une inquiétude, encore une fois, chez les jeunes, et ça pose la question des changements de fond qui sont survenus depuis 10 ans maintenant, avec notamment les réseaux sociaux, donc un changement quand même sociétal majeur, et peut-être là un signe d'alerte vraiment très fort, parce que ça pourrait quand même continuer à s'aggraver. Oui, bien sûr, c'est une question qu'on se pose tous. Quel rôle jouent les écrans là-dedans, les écrans, les réseaux sociaux ? J'aimerais qu'on écoute justement une archive à ce sujet, un sujet diffusé par France 2 en 2022, qui parle de l'addiction des jeunes aux écrans. Écoutez. Je la sens super énervée quand elle regarde trop l'écran, en fait. Ils sont accros de la télé et le téléphone en plus de ça. Les parents abandonnent là, de ce côté-là, moi je pense. C'est la solution de facilité. Ces nouvelles habitudes peuvent entraîner des retards de développement du langage, de la motricité et des addictions. Ce pédopsychologue s'en inquiète. Quand on est connecté très tôt, eh bien on continue à augmenter son temps de connexion, et donc c'est l'escalade, puisque après il va être très difficile pour les enfants de se détacher de ces écrans. Chiffre de début 2025, d'après Santé publique France, les enfants de 6 à 17 ans passeraient en moyenne 4h11 par jour sur un écran hors temps scolaire. Ces écrans, ces réseaux sociaux, c'est, vous le dites, un point d'alerte sur cette santé mentale en berne chez nos jeunes ? Oui. Alors, par rapport à ce reportage, on a un peu évolué sur l'idée que l'écran lui-même n'était pas forcément l'élément toxique en lui-même. Alors, c'est sûr qu'il y a une espèce d'addiction quand on en consomme beaucoup, c'est sûr. Il y a des problèmes d'attention qui peuvent être liés à ça, mais là-dessus, on est plutôt rassuré avec le temps, avec le recul. Aujourd'hui, par contre, ce qui est alertant, c'est ce que les écrans véhiculent, et notamment, je disais, les échanges et les réseaux sociaux qui bouleversent vraiment le rapport au monde et le rapport même à soi-même. Le temps qui est passé, et chez les ados c'est encore plus, je crois, on est plus au-delà de 5 heures par jour. Évidemment, c'est du temps qu'on ne passe pas à autre chose. Je crois que c'est surtout ça l'inquiétude. Et à autre chose, ça veut dire les échanges dans la vraie vie avec des gens vrais, incarnés, des activités physiques. La question de sédentarité est importante aussi pour la santé mentale. Et donc l'inquiétude, c'est de voir des jeunes qui se replient sur des échanges complètement artificiels, qui n'ont plus le même rapport aux autres et à eux-mêmes, avec cette image de soi, et ce qu'on appelle aussi l'estime de soi, qui est souvent altérée à cause du monde idéalisé des influenceurs, etc. Et vraiment, surtout pour les jeunes filles, probablement un effet anxiogène, voire dépressogène vers la dépression, qui, depuis 5 à 10 ans, semble vraiment être corrélé. Alors, ça reste des hypothèses, et il faudrait être encore attentif à ça, mais qui risque de dégrader la santé mentale par cette réduction, en gros, de l'incarnation dans la vraie vie. Parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, vous dites depuis 5 à 10 ans, on a beaucoup parlé du Covid, vous l'avez un petit peu mentionné, qui a été comme une sorte de point de rupture où depuis tout va plus mal, depuis les confinements successifs et depuis la fin du Covid. Vous dites pas forcément attention à pas tout mélanger, etc. C'est ce que je comprends. On a vu que c'était un accélérateur.
de quelque chose qui était déjà en route, puisque les chiffres, ils avaient tendance déjà à progresser avant le Covid, de souffrance, de passage aux urgences, par exemple, chez les jeunes. Donc ça a été un accélérateur, et c'était inévitable, parce que se retrouver distancié comme ça pendant des mois, avec des ruptures de parcours scolaire ou universitaire, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Mais logiquement, avec la reprise, ça aurait dû se recoudre, entre guillemets. Et finalement, on a l'impression que ça se maintient, voire ça s'aggrave, et probablement parce que des habitudes, alors qui ont été prises sûrement aussi pendant cette période-là, mais qui existent par ailleurs, ont perduré avec, je vous dis, cet appauvrissement de la vie affective et sociale. Et puis, je vous passe aussi tout ce qui est véhiculé. Alors, ça a été le cas pendant la pandémie aussi, mais toujours aujourd'hui, de haine ou de contenu agressif, de harcèlement, encore une fois, plus chez les jeunes filles, sur les jeunes filles que chez les garçons. Donc, il y a vraiment cette inquiétude sur comment faire autrement. Le but, c'est pas de dire, de toute façon, on ne viendra pas en arrière, la technologie, elle est là et elle a beaucoup aussi d'avantages, mais de dire, il faut à tout prix préserver le reste de la vie à côté. De la vie dans, encore une fois, l'affect humain de base. Et lutter contre l'isolement de nos jeunes, et l'isolement en général, mais l'isolement de nos jeunes en particulier. Oui, c'est un facteur essentiel de santé mentale, le lien social, avec deux choses en plus, l'activité physique, on en revient souvent parce qu'on sait maintenant que c'est important, et puis l'épanouissement dans une cause, dans un projet de vie, enfin donner du sens. Bon, ça peut paraître basique, mais on sait que c'est ça aussi qui permet de préserver sa santé mentale. Je le disais en introduction, depuis quelques mois, la parole se libère chez de nombreuses personnalités, des artistes, François Berléand, Yannick Noah, des sportifs, Florent Manodou, Camille Lacour, des journalistes, Nicolas Demorand, qui a publié un livre récemment. Quel regard vous portez sur ce phénomène ? On sent un sursaut dans le débat public. Oui, avec vraiment cette notion de déstigmatisation, comme on dit, parce que la stigmatisation, c'est un peu la double peine. Une maladie qui fait souffrir et qui, en plus, qu'on doit cacher, qu'on ne peut pas dire parce qu'on sait qu'on va être rejeté très souvent dans le milieu personnel, familial, professionnel. Donc le fait que des personnes que vous citez là, qui sont des figures quand même de réussite dans leur métier en général, puissent dire malgré ça, j'ai une maladie, mais que je soigne et dont on peut sortir. Chacun peut s'identifier donc à des figures de réussite, à se dire on peut faire avec, il faut en parler, parce que le seul moyen d'aller mieux, c'est d'en parler, de se faire aider quand on est en prise à cela. Et donc tous ces témoignages-là, moi je le vois chez les malades qui nous consultent, c'est toujours un bon déclic pour dire tiens, ça me dit quelque chose, ça me parle, et vraiment si lui en parle, moi je peux aussi en parler. On a déjà observé par le passé des vagues de libération de la parole à des époques différentes, dans les années 60 ou dans les années 70, par exemple, des moments un peu charnières comme on est en train d'en observer en ce moment. Je pense vraiment peu, parce que il y a eu des étapes où on a travaillé, enfin la psychiatrie travaillait sur les maladies, schizophrénie, mais les maladies graves, et les psychiatres s'occupent en plus maintenant, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de travail, de l'anxiété et de la dépression, des choses plus fréquentes. Et donc ça fait peu de temps qu'en gros on a cette vision d'ensemble, de l'ensemble de ces souffrances. Et non, alors il y a eu d'autres exemples célèbres, utiles. Un journaliste qui a écrit un livre sur la dépression, Philippe Labro, qui a vraiment été aussi un déclencheur pour plein de personnes qui se sont dit voilà, c'est ça que j'ai, il faut que j'aille consulter. Il y a Emmanuel Carrère qui a fait un très beau livre aussi sur son trouble bipolaire. Donc ça revient régulièrement, mais là il y en a évidemment plus qu'avant, parce que encore une fois il y a cet effet de dire la santé mentale ça concerne tout le monde et il faut changer le regard. Le gouvernement en a même fait, on le disait, sa grande cause nationale 2025. Vous en pensez quoi ? C'est un effet d'annonce ou c'est une vraie prise de conscience des pouvoirs publics ? Alors, je pense que c'est une prise de conscience qui a été, qu'on a dû pousser beaucoup, parce que ça fait plusieurs années qu'on espère que ça peut advenir. Donc là, il y a une avancée. L'année n'est pas terminée, on est au bout de 6 mois, mais on attend, nous, malheureusement, toujours un peu des mesures qui soient des mesures actives. Alors évidemment, le fait de faire de la communication, c'est bien, la déstigmatisation, l'information, je vous disais, c'est bien, mais on est dans un tel état de crise de la psychiatrie, là, si on parle vraiment des soins, qu'on attend en plus des mesures, comme un peu l'image, notre idée quand on faisait ces demandes, c'est un peu comme le plan cancer qui a existé il y a plusieurs années, ou le plan Alzheimer, pour lequel on investit, la nation investit pour dire, on a un problème qui coûte à la fois humainement et économiquement aussi à la nation, pour plein de raisons, ça vaut la peine d'investir. Alors en ce moment, c'est plus dur sûrement qu'à d'autres périodes, mais c'est vraiment incontournable, parce que là, le système se dégrade malheureusement, notre système de psychiatrie actuellement.
Oui, cette santé mentale en berne, elle coûte très cher. J'ai lu, au total, avec plus de 23 milliards d'euros par an, les dépenses remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est fou. C'est le mot. Simplement, c'est à la hauteur de ce qu'on a vu, c'est-à-dire la prévalence, les fréquences. Et vous avez peut-être vu le reste. Ça, c'est les dépenses de santé. Mais le coût pour la société, 150 milliards. Exactement. Entendu. Ça veut dire que les gens qui ne peuvent plus travailler, des gens qui ont des pensions pour réparer, et puis aussi ce qu'on appelle la qualité de vie qui est perdue, c'est beaucoup plus que les dépenses de santé. Ce qui prouve qu'il faudrait en fait soigner plus, alors peut-être mieux en dépensant peut-être pas forcément plus, mais en tout cas, tout ce qu'on investit dans les soins, on va le récupérer autrement. Et évidemment aussi humainement et socialement. La psychiatrie connaît en France une crise profonde, je crois. On n'a pas assez de psychiatres en France. C'est l'une des dernières spécialités choisies par les étudiants, je crois. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors ça, c'est un des points. Le manque de médecins, de toute façon, en général, ça c'est le problème du numerus clausus et ça touche toutes les spécialités. Ça a toujours existé que tous les étudiants en médecine ne veulent pas forcément faire de la psychiatrie. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, là, aujourd'hui, qui sont motivés, qui sont attirés. Et on n'a pas vraiment de problème de vocation. On a des problèmes, surtout dans des régions où les hôpitaux vont mal et où on sait très bien que les étudiants n'ont pas envie d'aller parce qu'ils savent que les conditions de travail sont mauvaises. Et les conditions de travail sont mauvaises aussi parce qu'on n'a pas investi, par exemple, sur créer assez de lits, et payer du personnel qui n'est pas que médical, c'est surtout infirmiers, soignants dans les services. Donc je pense qu'on pourra de toute façon attirer des psychiatres. C'est un métier passionnant, c'est un métier surtout divers, qui part de la neuroscience, des choses très biologiques sur le cerveau, jusqu'aux sciences humaines. Et par contre, les conditions de travail, les conditions de soins, c'est-à-dire trouver du sens à son travail, ça veut dire avoir l'impression de faire du bon travail avec des patients qui sont en souffrance. Ça dépend vraiment de l'organisation, notamment des hôpitaux. Et là, il y a beaucoup de choses à faire pour rattraper beaucoup de retard. Donc je comprends, il faut de l'argent, des moyens. Quoi d'autre ? Développer des structures alternatives Oui, il faut faire pas mal d'imagination parce qu'on sait bien que l'argent, de toute façon, n'est pas infini. Et c'est pas, par exemple, c'est pas une question uniquement de place à l'hôpital. En effet, les alternatives, là, c'est maintenant ça qu'on porte le plus, c'est intervenir tôt, intervenir le plus proche des gens, parce que malheureusement, la plupart de ces troubles ne sont pas toujours bien compris par les personnes elles-mêmes. Donc, il faut souvent aller vers elles parce qu'elles ne sont pas demandeuses. Je parle des troubles les plus sévères, notamment les psychoses, mais c'est ça qui pèse le plus en fait sur nos services. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire en fait dans la cité même, c'est-à-dire au plus proche de la population, l'intégration de la santé mentale et surtout de la psychiatrie dans la ville. Alors, dans la campagne aussi, mais en tout cas proche des gens, c'est vraiment un enjeu majeur sur lequel on a les outils. Donc on sait maintenant faire. Et ce qui manque un peu, c'est les moyens, enfin qu'on nous donne les moyens pour le faire. C'est-à-dire avec des professionnels qui ne seraient pas forcément des médecins dans la cité pour être au plus proche des gens, pour soulager les services de psychiatrie ? C'est ça. Alors c'est des équipes, et dans les équipes, il y a quand même besoin de médecins, mais beaucoup d'infirmiers, d'éducateurs, de psychologues, et qui soient mobiles en fait. Quand je dis dans la cité, ça veut dire qu'ils soient mobiles. On a même déjà des équipes qui se déplacent au domicile. Mais ça peut être aussi aller au plus près du terrain, près des écoles pour les jeunes, près des associations, parce que les personnes en souffrance, souvent, ce sont leurs copains ou leurs éducateurs qui les repèrent. Et donc, il faut être disponible. Si on leur dit, il faut aller à l'hôpital, il faut aller dans un centre que personne connaît ou qui fait peur, ça ne marche pas. Donc, il faut aller vraiment au-devant des gens et puis surtout être disponible. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais des gens qui cherchent un rendez-vous pour une consultation, surtout dans le public, mais même dans le privé, alors que parfois c'est même très coûteux, c'est parfois des mois d'attente. Et ça, ce n'est pas possible quand on a une souffrance vraiment aiguë. La santé mentale des Français, on le comprend, un enjeu majeur de santé publique qui nous concerne toutes et tous et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci beaucoup pour vos éclairages, Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.